On a la grande chance, et donc je suis très contente d'accueillir Alain aujourd'hui, Alain Renaudin, qui est fondateur de New Corp Conseil, mais aussi du Biomime Expo, donc qui est l'événement annuel le plus attendu sur le sujet du biomimétisme, qui a lieu qui est inauguré à Hôtel de Ville. Donc la première partie du Biomime Expo de son édition, de sa 4e édition, je crois, si je ne m'abuse, oui, Alain confirme. De sa 4e édition a eu lieu là il y a 2 semaines à peu près à Hôtel de Ville, rassembler des centaines, des milliers de personnes autour de profils tout à fait différents. On parlait d'interdisciplinarité tout à l'heure, allant du chercheur en agronomie ou biologiste à l'architecte urbain designer contribuant à soumettre des projets dans Réinventons la métropole de Paris, à tout un tas d'autres profils. Donc Alain a su fédérer toutes ces énergies autour d'un grand moment parisien dont le deuxième chapitre aura lieu à La Villette la semaine prochaine, mardi prochain. Donc pour les Parisiens, vous pouvez aller à La Villette le 22 octobre. Mais d'ici là, on a réussi à l'extraire de ses obligations parisiennes pour l'avoir avec nous à Pau. Donc Alain, je t'invite à nous rejoindre. Merci beaucoup. À toi Alain. Eh bien, je suis ravi d'être ici avec vous pour vous parler de biomimétisme. Alors, Est-ce que tu es bien allumé ? Tu veux celui-là ? Merci. Merci beaucoup. Oui. Ravi d'être ici pour vous parler de biomimétisme, un sujet peut-être pas forcément très connu, mais qui est en plein développement, en pleine effervescence même, et notamment pour des grands groupes. C'est un sujet d'intérêt pour des grands groupes industriels comme les vôtres. Mathilde l'a un peu rappelé tout à l'heure. En réalité, le vivant est un génie en matière d'innovation parce que il a les talents qui ont été un peu énumérés tout à l'heure. On est dans l'agilité, on est dans l'hyper-réactivité à son environnement, à son biotope, parce que dans le vivant, quand vous n'êtes pas hyper-réactif, hyper-sensible, vous êtes mort. Vous êtes dans l'hyper-adaptabilité, et vous êtes, alors nous on le dit avec les mots comme la pluridisciplinarité, ou l'open innovation, mais vous êtes dans le vivant, dans la biodiversité, et moi j'aime bien rappeler que dans biodiversité, ce qui est important, c'est diversité. Et c'est la diversité qui fait la résilience des écosystèmes. Et d'une certaine manière, on peut d'ores et déjà l'appliquer de manière allégorique à nos écosystèmes industriels ou économiques ou sociaux. Dans le vivant, dès qu'une espèce devient hégémonique, prédominante, le biotope, l'écosystème est en péril. C'est la diversité des essences et des espèces qui fait que l'écosystème en lui-même, l'organisation générale en elle-même, est résiliente et est en capacité, c'est ça la résilience, de résister au choc. Donc aujourd'hui, on a l'impression de redécouvrir les choses. Le biomimétisme est en plein boom, mais c'est une vieille histoire. Vous prenez quelqu'un comme Jacques Livage au Collège de France aujourd'hui, en 1977, donc 10 ans avant Brundtland, 20 ans avant la fameuse américaine Janine Benyus qui a relancé tout ça, il parlait de chimie douce. Il n'utilisait pas les mots, parce que c'est pas un marketeur, il n'utilisait pas les mots à la mode, il parlait pas de développement durable, il parlait pas de résilience, etc. Mais cette idée de développer de l'innovation pour être en capacité à préserver les ressources, c'est une idée vieille comme le monde. Et la biorespiration, probablement que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se sont inspirés de leur environnement local pour améliorer leur technique de chasse. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui est ancien, mais qui est en train d'accélérer pour une raison assez simple, c'est que ce qui est nouveau, c'est pas le biomimétisme, ce qui est nouveau, c'est effectivement et évidemment nos enjeux. On n'aurait pas nos enjeux d'aujourd'hui, je ne serais pas ici en train de vous dire formidable, what a scoop, on va prendre le vivant comme modèle parce que le vivant est un modèle de développement durable. Donc ce qui est nouveau, c'est pas de s'inspirer du vivant. Ce qui est nouveau, c'est de redécouvrir à quel point le vivant est un modèle, et c'est ça que je voudrais vous présenter à travers différents chapitres dans ma présentation, reposer quelques éléments de définition et de postulat de départ, et pour certains d'entre eux, des éléments un peu philosophiques, parce que vous allez voir que le biomimétisme est une posture d'innovation. Je vais vous parler d'histoire d'innovation assez high-tech. Je vais vous parler de la biomime French Tech, parce que
Il n'y a pas que les brosses à dents connectées dans la vie, il y a aussi des innovations dans le développement durable et dans les green tech qui sont fabuleuses. Et on a des startups en France qui lèvent des dizaines de millions d'euros ou de dollars, souvent des dollars, en matière de bio-inspiration. Je vais vous parler aussi des grands groupes et pourquoi c'est un sujet d'intérêt pour les grands groupes. Mais je vais vous parler aussi, d'une certaine manière, très modestement face à vous, de ce que peut nous inspirer le biomimétisme en matière, entre guillemets, de management de l'innovation, parce que c'est une espèce de tournure d'esprit un peu particulière. Donc, on va parler de cette idée du vivant comme modèle. Ce que vous avez là en photo, c'est le robot HuntBot, qui a été développé par Stéphane Violet à l'Institut des sciences du mouvement de Marseille, et qui est un robot qui se géolocalise sans GPS, inspiré des fourmis du désert. Parce que, comme vous le savez, les fourmis, généralement pour communiquer entre elles, comme elles n'ont pas de mémoire, communiquent par des dépôts de phéromones, donc ces substances chimiques olfactiles qui leur permettent de donner une information à leurs petites camarades. Et quand une fourmi trouve une source de nourriture, pour indiquer le chemin pour revenir au bercail, elle dépose ses phéromones régulièrement sur le chemin. Et donc l'autre fourmi sent ces phéromones, qui lui indique une source de nourriture, va à la source de nourriture, revient au bercail elle-même en déposant des phéromones. Donc ce qui était au départ un chemin de forêt est devenu une départementale, une nationale, une autoroute, etc. Et quand il n'y a plus de source de nourriture, le chemin n'est plus fréquenté, les phéromones s'évaporent, il n'y a plus le balisage. Sauf que eux, à l'Institut des sciences du mouvement de Marseille, sont inspirés d'une fourmi des déserts qui ne peut pas utiliser les phéromones pour communiquer, parce qu'il fait trop chaud, ça s'évapore, ça ne marche pas. Et donc ces fourmis, elles vont explorer un territoire sur 2, 3, 4 kilomètres autour de l'entrée de la fourmilière qui est à peu près gros comme ça, qui fait quelques centimètres, donc au milieu du désert. Et quand elles doivent revenir, elles reviennent en ligne droite. Elles ont une boussole solaire, donc elles se repèrent aux étoiles. Et Stéphane Violet et ses équipes, ils ont développé ce robot qui est capable de se géolocaliser sans système de GPS et qui est intéressant pour un certain nombre d'applications. Ce qui est assez amusant aussi dans l'histoire, c'est qu'elles se repèrent avec leur boussole spatiale pour revenir, mais comment est-ce qu'elles font pour retrouver l'entrée de la fourmilière qui est quand même une tête d'épingle au milieu du désert? Elles comptent leurs pas. Et pour l'anecdote, pour certaines de ces fourmis, ils ont mis des échasses. Et bien la fourmi, elle repartait trop loin, elle passait le trou de la fourmilière. Et d'autres, c'est un peu moins sympa, elles ont coupé les pattes, elles se sont arrêtées avant. C'est qu'elles comptent leurs pas. On y va? Alors, quelques éléments de définition, plein d'exemples, mais que je veux présenter en rafale. Et puis, vous pourrez regarder à nouveau la vidéo, vous pourrez regarder sur biomimexpo.com, enfin, on a pas mal de contenu là-dessus. Je vous donnerai d'autres sites en référence. On a des supports pédagogiques avec un support, une histoire d'innovation bio-inspirée. Et souvent, dans l'histoire de l'innovation bio-inspirée, ce qui est intéressant, c'est la techno, mais c'est aussi l'histoire de l'innovation. Si vous prenez le fameux exemple iconique du Shinkansen japonais avec ce nez allongé inspiré du martin pêcheur, il n'est pas né comme ça. C'est issu de 30 ans de problem solving. Il y avait des entrées et des sorties de tunnels qui provoquaient des à-coups, parce qu'on avait des changements de pression, parce qu'on est sur une zone littorale au Japon, sur ce tracé ferroviaire, près de la mer, la montagne derrière. À chaque fois qu'on rentrait et qu'on sortait dans un tunnel, il y avait des changements de pression. Pendant 30 ans, il y a eu ce problème. Et un jour, un ingénieur japonais est arrivé dans l'équipe, qui lui a dit, voilà, on a ce problème depuis 30 ans, etc. Sauf que lui, il avait un petit talent en plus, on parlait de pluridisciplinarité tout à l'heure, il était ornithologue. Et il s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, je connais celui qui a résolu notre problème, qui a réussi à résoudre notre problème, qui passe d'une pression à l'autre en permanence, c'est le martin pêcheur, qui plonge en piqué pour capturer ses proies, donc il passe d'une pression d'air à une pression d'eau en la traversant sans quasiment de bruit, parce qu'évidemment, s'il arrivait en faisant une bombe, ça ne marcherait pas. Et donc, c'est son talent d'ornithologue qui a fait qu'il a pu appliquer sa connaissance du martin pêcheur à la résolution de ce problème industriel. Résultat des courses, il n'y a plus aucun à-coup aux entrées et sorties de tunnel pour le Shinkansen, il a gagné 70 km/h et 15% d'énergie. Alors, le principe de départ est un principe à la fois
on pourrait dire humaniste, philosophique, à certains égards, moi je trouve assez poétique, et c'est bien. Et puis, c'est aussi plein d'histoires de high-tech, de business, d'entrepreneuriat, de recherche. On ne valorise pas assez la recherche en France. On n'a pas cette culture-là. Nos dirigeants politiques ne l'ont pas, parce qu'ils ne viennent pas de ces cursus, ils ne sont pas câblés comme ça. Et c'est dommage. Et ce pont entre la recherche, notamment académique, et l'industrie, ne se fait pas assez en France, à tel point qu'on parle même de vallée de la mort, c'est vous dire. Et c'est dommage, parce que, évidemment, le monde de demain, à reconstruire, a besoin de recherche et d'innovation dès les phases amont. Et donc, la posture de départ, c'est, essayons de regarder autour de nous. Nous, Homo sapiens sapiens, on a 150 000 ans, la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années. Donc, la première chose qu'on fait, et je ne vais pas le faire là tout de suite, c'est se taire et regarder. Parce qu'en réalité, comme l'a dit Janine Benyus, le monde durable existe. Nous, on a une vision très anthropocénique où il faut que l'homme invente tout. Pas du tout. Le monde existe, il est tout autour de nous, il a 3,8 milliards d'années. Les moindres vers de terre, ils ont 200-300 000 ans. Les méduses, 650 millions d'années. Le requin, 450-500 millions d'années. Il a traversé toutes les extinctions massives, sauf que celles que l'homme est en train de provoquer. Et donc, c'est une posture d'humilité pour regarder finalement notre quête du Graal, qui est cette quête de développement durable et de résilience. En réalité, on a un modèle autour de nous. Et donc, la définition est assez simple. C'est partir du principe que le vivant peut nous enseigner à différents niveaux d'échelle, vous allez le voir, des stratégies en matière d'organisation d'écosystèmes ou de techniques. La nanostructure de surface d'une aile de papillon morpho qui fait de la coloration structurale, donc sans pigments, sans chimie, ça intéresse L'Oréal. Mais ça intéresse aussi des fabricants de panneaux photovoltaïques parce que le papillon morpho, il est capable d'autoréguler sa température et de devenir iridescent quand il fait trop chaud. Donc sa structure nanométrique, rien que ces strates d'écailles en surface, vont lui permettre d'autoréguler sa température et donc appliquer à des matériaux de réduire les déformations face à des amplitudes thermiques. Et donc l'idée, elle est ultra simple, mais aussi ultra puissante pour ça. On a 3,8 milliards d'années de recherche et développement devant nous, ouvertes. Regardons un petit peu ce qu'on peut en tirer comme bonnes idées. Alors que nous, l'Homo sapiens, je ne vous fais pas le sketch, mais si je me collais au mur là-bas le 1er janvier de l'année, et si on considérait qu'une année calendaire, c'est l'équivalent des 3,8 milliards d'années, nous, l'Homo sapiens sapiens, on n'est pas arrivé l'été, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, etc. On est arrivé le 31 décembre, à 23h35, 40 à peu près. Et ça a démarré le 1er janvier. Donc ça fait un quart d'heure qu'on est là. Donc, on regarde un petit peu ce qui s'est passé avant, et on voit ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Donc soit on est dans une logique problem-solving industriel, comme l'histoire que j'ai racontée sur le Shinkansen, soit on est un peu plus opportuniste. C'est Georges de Mestral, en 1942, qui revient d'une balade en forêt avec son chien, et il a des fleurs de bardane qui accrochent le pelage de son chien. Et donc là, c'est de l'opportunité, c'est un chercheur, un peu ingénieur, un peu géotrouve-tout, un peu inventeur, etc. Et il met quelques années à étudier ce truc-là, et les crochets de la fleur de bardane, je me dis, tiens, c'est amusant comme système de fixation. Il bosse avec une boîte de textile lyonnaise, et il invente le velcro. Il mime la partie velours inspirée du pelage de son chien, et la partie crochet, le crochet de la fleur de bardane, velcro, velours, crochet. Donc, on peut méthodologiquement être dans les deux approches. On a un problème à résoudre, on se dit, tiens, quelles sont les stratégies du vivant qui peuvent nous inspirer? Et c'est pour ça que les groupes industriels s'intéressent au biomimétisme. On essaie de retrouver une espèce de bouffée d'oxygène, d'innovation et d'inspiration en regardant ça. Alors, il faut de la méthodologie d'accompagnement parce que le monde est vaste, et donc il faut screener les méthodes, les bonnes sources d'inspiration au fur et à mesure. Il y a des équipes pour ça, il y a des équipes de Laurent Billon, il y a des équipes du CBIOS, qui est une association qu'on a créée il y a 4 ou 5 ans, il y a des équipes de recherche. Encore une fois, on n'invente pas les choses, ça fait des dizaines d'années que ça existe, c'est en mouvement, c'est en train d'exploser aujourd'hui parce que ce qui est nouveau, encore une fois, c'est pas le biomimétisme, ce sont nos enjeux. Et donc on a une nouvelle clé de lecture pour essayer de répondre à ça. Et donc la posture de départ, c'est la vie évidemment est un vaste univers, nous a bien sûr précédé, et nous, l'Homo sapiens sapiens, on est quelque part au milieu de cet océan de vie et de biodiversité. Ça a été un peu rappelé tout à l'heure par Mathilde. On est dans un écosystème vaste
la pluridisciplinarité est inspirante, mais c'est aussi une posture que de considérer qu'il faut qu'on collabore et qu'on cohabite. Lors de la première journée de Bioim Expo à l'Hôtel de Ville de Paris, j'ai bien aimé le propos de Marion Valère, qui, au cabinet de Jean-Louis Missica, qui est l'élu à Paris, qui se charge de tous les aspects d'urbanisme et d'architecture, qui nous a dit à un moment donné, il faut arrêter de bâtir des bâtiments uniquement pour l'homme. Donc il y a cette idée que arrêtons d'imaginer, inventer le futur uniquement pour nous. Si on invente le futur uniquement pour nous et pas pour que la biodiversité elle-même se régénère, parce qu'aujourd'hui l'enjeu c'est le régénératif, c'est plus uniquement la neutralité, ça ne marchera pas. Simplement parce que elle peut vivre sans nous, la nature, mais évidemment, on fait partie de la nature. Donc déjà ça c'est pas une bonne phrase, mais évidemment nous on ne peut pas vivre sans elle. Donc il faut inventer un monde de demain pour nous, mais ce monde de demain ne sera résilient que s'il est pour nous et pour la biodiversité tout entière. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est ça, c'est la résilience de notre propre espèce en tant qu'humanité. Le jeu un peu à la mode depuis 4-5 ans, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis toujours, on parle de l'espérance de vie des hommes et des femmes. Avec les progrès de la médecine, on dit voilà, 70 ans, 75 ans, 80 ans, etc. Enfin, en tout cas dans les pays occidentaux. Et bien, depuis quelques années, on parle de l'espérance de vie de l'humanité. Alors moi, je ne suis pas un scientifique comme vous, donc je serai très modeste sur certains aspects, mais je suis un peu plus de formation sociologue, études de l'opinion publique, etc. Et moi, ça me frappe, ça, parce que ce sont des signaux qui sont plus tout à fait faibles, d'ailleurs. C'est un peu Stephen Hawking qui a lancé les hostilités, parce que maintenant, certains d'entre eux s'amusent à faire des pronostics sur la date de la fin de l'humanité. Et donc, notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire de l'innovation technologique, certes, mais c'est surtout, est-ce que nous, espèce prétendument la plus intelligente, puisqu'on s'est autoproclamé Homo sapiens sapiens, l'homme sage, aurons-nous une espérance de vie supérieure à peu près 99% des espèces qui nous entourent? Serons-nous plus résilients que les vers de terre? C'est ça la question. Serons-nous plus doués que les vers de terre? Alors, c'est la proposition de regarder le vivant autrement. À droite, vous avez les fameuses diatomées, ces organismes unicellulaires marins. Laurent Billon connaît par cœur, donc je ne vais pas trop aller là-dessus. Mais c'est génial, c'est que y a plein de modèles, il y a plein de formes différentes. Rien que la façon dont ces petites ouvertures sont réalisées dans leur carapace de verre, qui est réalisée, soit dit en passant, à température ambiante en milieu aqueux, là où il nous faut généralement des fours à 1500 degrés. Nous sommes très énergivores dans tout ce que nous produisons. La nature, généralement, le fait à pression ambiante, à température ambiante, souvent en milieu aqueux, parce que la vie a démarré là-dedans. Mais rien que l'alignement des trous permet à la diatomée de faire de la filtration anti-UV, parce qu'évidemment, elle va produire par photosynthèse de l'oxygène. C'est responsable, ces petites choses-là, d'à peu près un quart de l'air que nous respirons, et ça séquestre à peu près un quart du CO2 que nous émettons. Ça, il faut en parler avec Laurent, avec Jacques Livage, avec Clément Sanchez au Collège de France. C'est des sujets passionnants. Mais donc, comment observer le vivant autrement? Comment ne pas passer à côté? Et donc, l'approche est intéressante parce que c'est une invitation à considérer un nouveau paradigme, encore une fois à multiples échelles, à un niveau allégorique ou technique. Je vous donnerai une allégorie sur la production d'énergie tout à l'heure. Ce n'est pas forcément que technique, ce n'est pas forcément reproduire la nanostructure de surface des 4 strates d'écailles d'une aile de papillon morpho pour être antibactérien et en autorégulation thermique. Ça, c'est vachement intéressant et c'est bien, ou pour faire de la coloration structurale. Mais ça peut être aussi parfois à un niveau allégorique. C'est une source d'innovation, en tout cas d'inspiration. On peut être très bio-inspirant en amont, puis ensuite on est plus ou moins dans le biomimétisme. On peut être d'inspiration dans le biomimétisme, mais pas forcément dans la réalisation technique. Un ancien chercheur du CNRS s'appelle Frank Zal, est en train de développer une boîte qui s'appelle Emarina, et de proposer sur le marché de l'hémoglobine universelle inspirée des vers marins, l'Arenicola marina, qui est un ver marin qu'on peut observer en Bretagne, qui fait ces petits serpentins de sable, vous savez, à marée basse. On a tous marché dessus 1 million de fois sans jamais se poser la question que s'est posé Frank Zal. Il s'est dit comment est-ce que la bestiole en dessous respire à marée basse? Parce que c'est un spécialiste des flux sanguins. Il a étudié l'Arenicola marina et s'est rendu compte que ce ver marin séquestrait à peu près 150 fois plus l'oxygène que nous.
que son hémoglobine est universelle, compatible avec tous nos résus humains, et qu'elle est bingo, lyophilisable. On peut faire de la poudre, on complémente avec du liquide pharmaceutique, et on a une poche de sang transfusable sur un théâtre d'opération militaire ou sanitaire, etc. Donc il est bio-inspiré au départ, mais à l'arrivée, il ne fait pas du biomimétisme, il n'a pas fait une synthèse, il n'a pas synthétisé l'hémoglobine du ver marin, il fait une culture de ver marin pour pouvoir utiliser cette hémoglobine. Donc il y a différentes échelles, et verticalement, on a aussi différentes échelles à différents niveaux d'impact. Vous pouvez avoir les winglets sur les ailes d'avion relevées, inventées par Richard Whitcomb en 1974 au centre de recherche de la NASA pour réduire les turbulences. C'est génial, sur un A320, vous économisez 3,5% de carburant, mais ça ne change pas l'avion. Ça ne change pas le modèle. Ça ne change pas le fait que tous les 15 ans, le trafic aérien fait x2 et qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui a une réponse à apporter à la société sur ses émissions de CO2 et commence à être un petit peu vu de manière politique et incorrecte, etc. Donc, mais si vous parlez avec Vincent Artero du CEA de Grenoble sur la photosynthèse artificielle, là, vous êtes potentiellement systémique et disruptif dans la façon de produire de l'énergie. Donc là aussi, bio-inspiration, jusqu'à plus ou moins le biomimétisme. AM Silk en Allemagne, Thomas Scheibel, ils ont synthétisé la soie d'araignée, parce qu'on ne peut pas la cultiver. Donc eux, ils ont réussi, là, depuis 6 mois, 1 an, à faire une fibre synthétique qui reproduit les qualités de la soie d'araignée. Donc là, on est dans du biomimétisme. Frank Zal, bio-inspiration, mais après, petit chemin détourné, fait de la culture de ver marin, on n'est pas dans le biomimétisme, techniquement parlant. On est dans le biomimétisme, dans une famille. On a l'habitude de dire, on est tous passionnés quand on travaille dans ces domaines-là, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. L'idée, c'est de combiner. On a parlé de pluridisciplinarité, mais la pluri-approche est intéressante. On a le droit de combiner de l'éco-conception, de la bio-inspiration, du biomimétisme, de l'économie circulaire, etc. On n'est pas destiné à choisir des clans. Les clans, les chapelles, etc., ça fait suffisamment de morts dans l'histoire de l'humanité. Donc là, on a le droit de combiner les approches. Et évidemment, une innovation bio-inspirée qui n'est pas éco-conçue, etc., elle n'est pas en soi vertueuse. C'est pas parce que c'est bio-inspiré, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas parce que c'est bio-inspiré que c'est nécessairement vertueux. Donc il faut aussi combiner ça avec d'autres approches. Je peux faire des drones d'avant-poste de combat, des drones tueurs. Ils vont peut-être être inspirés de je ne sais quel drosophile. C'est pas forcément ça qui va faire du bien à l'humanité. Ça réinterroge aussi notre rapport au vivant et à la nature. Je fais très très court là-dessus, mais dans les temps anciens, la nature était divine. Elle nous dépassait. Et d'ailleurs, les Aztèques faisaient des sacrifices humains à la nature. On sacrifiait des humains à la nature, évidemment. Le raccourci est facile, mais aujourd'hui, on a sacrifié la nature à l'humain. Et donc, on réinterroge tout ça. Et cette idée de nature comme stock, comme valeur, comme ressource, et donc comme objet de conflit, de guerre, conflit économique, etc., est assez récente. Elle a 150 ans. Les premiers derricks de pétrole, c'est pas vous que je vais le dire, ils sont pas si anciens que ça. Ça fait 150 ans. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur la période récente, et là aussi on combine les choses, on prend conscience qu'une seule planète, etc., notre vaisseau dans l'espace, comme le disait Thomas Pesquet, donc il faut la préserver. Mais là, on a un cran un peu différent, un peu supplémentaire avec la bio-inspiration, c'est que la nature n'est plus un problème dont l'homme doit se préoccuper, c'est une solution pour l'avenir de l'homme. Et donc, ce switch-là, entre l'écologie, le développement durable, les équipes développement durable, quand ça a démarré dans les années 2000, moi j'ai observé ça, et c'est encore parfois un peu le cas, c'est parfois encore un peu des chiens dans un jeu de quilles. C'est des empêcheurs de business as usual. Tout ça est en train de changer. Et la bio-inspiration aide à faire changer ça. L'écologie, l'environnement, n'est plus un dogme, n'est plus une approche politique, partisane, parfois un peu biaisée dans le raisonnement. C'est une approche scientifique, technique, parfois philosophique, mais qui nous propose la nature et l'écologie comme un modèle et pas uniquement comme un problème à résoudre. Alors les innovations dans le domaine du biomimicry se développent extraordinairement depuis 10-15 ans. Le nombre de dépôts de brevets explose, dans certaines disciplines en particulier, comme la chimie ou les matériaux, mais pas uniquement. Il y a beaucoup d'applications diverses et variées, et il y a beaucoup de groupes industriels qui s'intéressent à ça, ou des startups ou des écoles. Ça, c'est un peu le triptyque. De
de plus en plus de groupes industriels, soit pour faire de l'innovation pure et dure, produits, process industriels, soit pour déformater un peu les processus d'innovation. Pour faire rentrer, par exemple, des biologistes dans des équipes chez des foncières. Pour créer ce que moi j'appellerais du télescopage de talent. Cette idée que l'innovation sera créative si elle est collaborative et collégiale et chorale. Cette idée que on n'a pas inventé l'électricité en perfectionnant la bougie, donc il faut en permanence rechallenger nos schémas de pensée. Et puis il y a toute une sphère d'entrepreneurs, de start-up. Je parlais des marinas, je pourrais parler de Prophétie, Lucas Verret, qui a développé un capteur inspiré de la rétine humaine, parce que nous faisons partie de la biodiversité, donc nous sommes aussi nous-mêmes une source d'inspiration, pas pour tout, mais parfois. Ben lui, il en est à 40 millions de dollars de levée de fonds. Titium, c'est de la colle chirurgicale inspirée, pas tout à fait du byssus de moule, mais c'est l'image qu'on a en tête, des stratégies d'adhésion des organismes marins sur des rochers, etc. Eux, ils sont à 40 millions de dollars de levée de fonds. Donc il y a toute une génération aussi d'entrepreneurs et de start-up que moi j'appelle volontiers la biomime French Tech, parce que quand on aime les choses, elles existent, donc c'est pratique. Et puis, il y a des écoles, des universités, généralement encore aujourd'hui en enseignement technique, ingénieur, sciences, mais les sciences humaines et sociales y arrivent, qui développent des cursus. Donc il y a un mouvement, et puis alors Mathilde l'a gentiment rappelé, Biomime Expo, c'est l'événement annuel, donc prochaine édition le 22 octobre, le mardi prochain, à Cité des Sciences et de l'Industrie. On attend 2000 personnes qui rassemblent toute cette communauté. Parce que, comme on a la fâcheuse habitude à vivre en silo, il nous manque, c'est pas le seul endroit, hein, mais il nous manque des occasions de rencontres et de ponts et de passerelles et de télescopage. Alors, quelques exemples rapides, ça c'est archi connu, mais et puis j'en ai déjà parlé. Et encore une fois, le Richard Whitcomb en 1974, quand il pense à observer les grands aigles, c'est parce que lui-même est passionné des grands rapaces américains, et qu'à un moment donné, il se dit, mais pourquoi est-ce que leurs rémiges primaires, s'écartent et se relèvent comme ça à l'extrémité de leurs ailes? Là aussi, quand on le raconte, c'est comme quand on refait le match, ça paraît évident. Mais bon, en 74, c'est peut-être pas si évident que ça. Et ça continue, hein, chez Airbus, il continue. Alors, Clément Ader, ce magnifique EOL 3 qui est au musée des Arts et Métiers à Paris, lui, s'était inspiré d'une aile de chauve-souris. Donc, on est prétentieux et orgueilleux, mais il y a un domaine dans lequel, quand même, on se rendait compte que la nature faisait mieux que nous, c'était pour voler. Ça, pour le coup, on en a pris conscience assez vite. Mais ça continue. Chez Airbus, ils font de l'électromorphing, ils essayent de voir comment faire vibrer les bords de fuite des ailes. Là aussi, pour réduire les turbulences, pour économiser du carburant. Chez Boeing, très modestement à l'américaine, ils ont inventé le matériau le plus léger au monde, ils appellent ça le microlattice. Là aussi, bioinspiration humaine, ce sont nos os qui sont poreux, sont alvéolaires, qui n'ont pas les mêmes densités de matière selon l'endroit où on se trouve, parce qu'on a besoin de plus de densité au point de force et moins ailleurs. Mais chez Airbus, pour revenir à eux, on continue à gentiment délirer sur le biomimétisme. On aimerait bien avoir des vols commerciaux en formation à la façon des oies sauvages migratrices, parce qu'ils ont observé que la loi en fin de ligne, elle bat 2 fois moins des ailes. Phénomène d'aspiration, on connaît bien évidemment en Formule 1, en cyclisme, en tout ce que vous voulez, mais la sécurité civile et aérienne n'aime pas beaucoup cette idée. Mais si vous voulez économiser vos forces quand vous volez, il vaut mieux voler à plusieurs. Ça, c'est une autre source d'inspiration, c'est une chouette qui a une particularité. Il n'y a pas de son sur la vidéo, mais il y en aurait, ça serait pareil. C'est la championne du monde du vol furtif. Là aussi, pour une raison simple, c'est qu'elle capture ses proies en vol. Donc si elle arrivait comme un B-52, elle ne marcherait pas. C'est comme Martin Pêcheur, s'il faisait une bombe, ça ne marcherait pas. Et donc, on a étudié ça, et on s'est rendu compte qu'elle a, sur ses bords de fuite d'elle, une espèce de revêtement un peu duveteux, que vous voyez en bas à droite. C'est des poils, un peu de duvet, des choses comme ça, qui permettent de couper d'une certaine manière les filets d'air, de réduire les frottements en morcelant les choses. Et donc ça réduit les frottements et donc le bruit. Et aujourd'hui, chez Enercon ou Siemens, chez Engie aussi, ils ont même systématisé ça. Et ils l'ont mimé de manière... on ne copie jamais le vivant, hein, on n'est jamais aussi bon que le vivant, mais vous pouvez le mimer, même de manière entre guillemets un peu grossière, pardon pour eux, ça fonctionne. Ils ont mis une espèce de peigne sur les bords d'attaque, des bords de fuite, pardon, des pales d'éoliennes,
à la façon de ces espèces de poils sur les ailes de chouette. Et ça réduit de je ne sais plus combien de décibels les nuisances sonores de ces pales d'éoliennes qui, comme vous le savez, sont une des critiques récurrentes par les riverains sur ce type de dispositif. Vous en avez même un, je crois que c'est Enercon, qui a aussi mis un winglet. Donc vous avez l'aigle et la chouette sur la pale d'éolienne. Donc vous avez le winglet et le système un peu en râteau sur la pale d'éolienne. Bon, le martin pêcheur, j'en ai parlé. On peut avancer là-dessus, puis je vais vous montrer des choses peut-être un peu moins connues. En matière de matériaux, chez Airbus, ça continue. Ils ont développé des expérimentations avec Autodesk, qui est une boîte assez innovante en matière d'additive printing, pour réduire la quantité de matière. Là aussi, c'est plein d'innovations, parfois marginales, mais qui, cumulées, permettent un gain de performance. Ils ont réduit de 45% la quantité de matière inspirée de la structure osseuse pour toutes ces cloisons qui séparent la cabine. Et c'est l'additive printing qui peut permettre de ça. Additive printing et bioinspiration, c'est un couple qui fonctionne assez bien. Parce que, comme le disait un Biomim Expo, Frédéric Vacher, le patron de l'innovation de Dassault Systèmes, aujourd'hui on est capable de reproduire l'improduit, je sais pas comment dire, ce qu'on ne pouvait pas produire avant. C'est-à-dire que les structures du vivant ont des structures en 3D d'une complexité assez inouïe. Et avec l'additive printing, on peut tenter de reproduire ça, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. En matière de matériaux, vous avez, là c'est McGill qui a fait un essai intéressant au Canada, ils ont micro-fissuré du verre à la façon des nacres de coquillage. En fait, les nacres de coquillage, elles sont même ultra résistantes, parce que sur le schéma de droite, vous pouvez observer que c'est une multitude de morceaux qui sont enchevêtrés les uns dans les autres. C'est comme si, suite à une dispute à la maison, vous preniez une pile d'assiettes en porcelaine et que vous la fracassiez sur le sol. Vous avez plein de morceaux de formats différents qui se sont un peu enchevêtrés. Et donc une fissure a du mal à progresser. Chez McGill, ils ont micro-fissuré du verre à la façon des nacres de coquillage, ils l'ont rendu 200 fois plus résistant. En France, vous regardez les travaux de Sylvain Deville là-dessus. En architecture, là c'est Anthony Béchu, un architecte parisien. Il a fait cette tour qui s'appelle la tour D2 à la Défense, une boulevard circulaire au départ. Ils ont économisé 40% de matériaux en créant à l'extérieur une forme d'exosquelette, là aussi inspiré de la structure osseuse. Parce que contrairement à nos âmes de maçons, généralement dans le vivant, on n'a pas une densité de matière homogène d'un bout à l'autre du mur. Cette peau de requin est antibactérienne. Elle est anti-adhésion d'une certaine manière, rien n'adhère sur la peau de requin. Il a une forme de filet d'air autour de lui qui lui permet d'être extrêmement véloce et rapide dans l'eau. Eh bien, cette boîte américaine s'appelle Sharklet, l'a reproduit là aussi de manière un peu grossière, entre guillemets. Et ils en ont fait un sticker antibactérien qu'ils vendent aux hôpitaux et aux cliniques américaines. Ils mettent ça sur les poignées de porte. C'est un piège à bactéries. Elles viennent s'empaler comme ça sur le truc. Bon, le fil d'araignée, comme vous le savez, est un matériau absolument à la fois génial et énigmatique. Il est d'autant plus énigmatique que le fil est différent selon l'usage. C'est-à-dire, même à l'intérieur, même sur une toile, le fil de la périphérie n'est pas le même que le fil des rayons. Et c'est encore un autre pour constituer le nid. C'est encore un autre pour tirer un fil et se faire aspirer pour voler. Parce que les souris peut-être aussi d'ailleurs, mais les araignées volent évidemment, comme vous le savez. Et alors, je vous montre juste une petite vidéo. Ah oui, il y a un son, mais oubliez le son. C'est un chercheur, on peut couper le son, pardon. Merci beaucoup. C'est un chercheur qui s'appelle Arnaud Ankoviak, un jeune chercheur de l'UPMC, qui était venu nous montrer pourquoi le fil d'araignée est en tension permanente. Vous savez, quand vous mettez votre main sur une fil d'araignée et que vous l'enlevez sans rompre le fil reprend sa tension. Il n'est pas lâche. En fait, il y a comme des espèces de petites micro-gouttelettes huileuses. Ce qui fait que quand vous tirez le fil, ça se débobine, et quand vous le rétractez, ça se réembobine autour de la gouttelette huileuse. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ça pour faire de la fibre optique ou du câble électrique qui peut être élastique à un certain niveau sans se rompre. Et dans une autre catégorie, le monsieur qui est à droite, là, Thomas Scheibel, viendra nous parler de ça mardi prochain, avec une boîte qui s'appelle Amsilk en Allemagne. L'Allemagne est très structurée sur le biomimétisme depuis 15 ou 20 ans.
Ils ont pour la première fois synthétisé de la fibre de soie d'araignée. Et donc ils en ont tiré quelque chose qui aujourd'hui ressemble à un fil textile. Et à partir de là, vous faites à peu près ce que vous voulez. En matière de matériaux résistants, souples ou pas. Et c'est une innovation. Alors là, pour le coup, totalement disruptive. Le matériau est évidemment biodégradable, biocompatible, y compris en matière de chirurgie et d'application médicale. Alors parfois c'est un peu plus fun. Là, Stockley sont inspirés de la carapace de tortue pour faire une semelle de ski qui se déforme dans les virages et qui se rigidifie dans les bords d'attaque, dans les descentes. C'est juste pour dire que le biométisme c'est vachement sérieux, c'est vachement intéressant comme ça, enfin j'espère. Mais parfois ça peut être plus fun. Vous avez pas très loin d'ici, en remontant un peu du côté de Guétari, une boîte s'appelle S-Wings, des surfeurs fous qui ont fait des dérives de surf inspirées des nageoires, ce qui fait qu'ils peuvent attaquer les grosses vagues, les petites, les moyennes vagues, faire des virages plus ou moins serrés, parce que dans le vivant, les nageoires sont différents selon qu'on est un gros poisson long court ou qu'on est un petit poisson qui frétille. Donc voilà, parfois, Ping, si vous jouez au golf, ils sont inspirés de la chitine des ailes de libellule pour faire sur un club de golf un matériau ultra léger et en même temps hyper robuste. Donc ça peut être parfois assez fun. Sur l'étanche Bachy, ils ont développé une bactérie calcifiante qui permet de reconsolider des ouvrages, parce que c'est une bactérie marine. C'est une bactérie inspirée d'un ver marin qui agglomère des grains de sable entre eux pour constituer son habitat. Bon, l'effet lotus hyper hydrophobe de Saint-Gobain, que Saint-Gobain a développé déjà une vingtaine d'années, vous le connaissez. C'est juste pour la petite histoire, souvent le vivant est hyper hydrophobe, parce que souvent le vivant ne supporte pas d'avoir du poids en surface, ou d'être sale. Les feuilles ne peuvent pas se permettre d'être sales parce qu'il faut qu'elles réalisent leur photosynthèse. Donc elles ne peuvent pas avoir de poussière comme à la maison. Donc l'effet lotus, sur le petit schéma que vous voyez, c'est comme une planche de fakir. Ce qui fait que la goutte d'eau, quand elle arrive en surface, en réalité, elle ne touche pas la surface. Vous réduisez la surface de contact et donc de frottement. Ce n'est pas comme un pneu dégonflé qui est bien à plat sur la surface et qui va frotter fort. En fait, c'est un pneu bien gonflé qui ne circule que sur les têtes de clous et donc moins de frottement. Et donc ça perle en surface. Et en perlant en surface, ça embarque toutes les impuretés. Alors, je ne vais pas vous passer la vidéo, mais aujourd'hui, on trouve ça, y compris dans des peintures auto-nettoyantes. Nissan avait fait un essai il y a 1 an pour de la peinture auto-nettoyante. Vous avez d'autres stratégies. Ça, c'est le ténébrion du désert. On est dans le désert de Namib. Il a une surface, comme vous pouvez l'observer, bosselée avec des creux et des bosses. Les bosses vont réussir à condenser le très peu d'humidité dans l'air. Il n'y a pas une goutte d'eau à l'horizon, évidemment. Il y a un très joli film de la BBC qui montre ça. Le matin, il grimpe en haut de la colline, la dune. Il va se mettre pile à 45 degrés, la tête face à l'océan, qui est assez loin, les fesses en l'air. Sur sa carapace, les bosses hydrophiles vont provoquer une petite condensation. Et quand le poids sera trop lourd, ça va tomber dans le creux, qui est hyper hydrophobe. Ça va couler, ça va descendre jusqu'à sa tête. Et il prend son petit déjeuner. Vous avez des applications industrielles diverses et variées. Sto, par exemple, c'est une grosse boîte de peinture allemande, en peinture industrielle. Ils ont développé de l'hyperdry, de la peinture qui sèche ultra vite, qui reste tout le temps sèche, pas uniquement quand on l'a appliquée. Donc ça réduit les moisissures, ça réduit tout un tas de choses. L'aile de papillon morpho, ça faut en discuter avec Serge Berthier de l'Institut des nanosciences de Paris, c'est lui le grand spécialiste de ça. Mais on a parlé de pluridisciplinarité pour nous être innovants, mais dans le vivant, vous avez souvent des matériaux qui sont multifonctionnels. Donc cette aile de papillon morpho, par son effet de structure de surface, en gros, 4 écailles de différentes tailles alignées de différentes manières, vont faire en sorte que c'est une coloration structurale, c'est une coloration dans les bleus. Il est bleu pour draguer les femelles, toujours une bonne raison, hein. Et pour dire aux autres mâles que c'est son territoire. Et cette coloration elle est structurale, il n'y a pas un pigment là-dedans, donc ça intéresse des gens comme L'Oréal. Mais ça intéresse aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fabricants de matériaux qui sont exposés à de fortes amplitudes thermiques parce qu'on est en Amazonie, il fait 45 degrés, 5 minutes. Il fait 45 degrés et quand il fait trop chaud, moi morpho, je deviens iridescent, je vais renvoyer de la chaleur. Et donc si on applique ça sur des matériaux, c'est en cours.
on peut essayer de réduire la déformation, enfin l'amplitude thermique du matériau, donc sa déformation, donc son taux d'usure. Ça, c'est le Greta Auto, c'est un autre papillon qui est intéressant pour les écrans. Il est ultra anti-reflet. Souvent, dans ces matériaux de surface du vivant, vous êtes en anti-reflet ou en antibactérien. Vous avez souvent des caractéristiques intéressantes. Et quand vous mimez la structure, ça qui est magique, vous obtenez le même bénéfice que le bénéfice obtenu par le vivant. En matière de stratégie d'adhésion, Georges de Mestral, c'est la petite histoire rigolote que je vous ai racontée tout à l'heure. Mais le velcro, c'est quand même un truc assez génial. Si aujourd'hui c'était fait avec du textile éco-conçu, biocompatible, ça serait encore mieux. Mais c'est quand même un truc génial au départ de mimer cette... Aujourd'hui, on parlerait de colle sèche ou de colle sans formaldéhyde. N'utilisez pas ces mots-là à l'époque. Mais un peu plus fort, les Américains, là, il y a 6 mois, ont réussi à... Oui, alors je vous raconte juste ça. Ford, par exemple, il s'intéresse, au bout de 2-3 ans d'études, à la pâte de gecko, pour optimiser la valorisation des déchets et donc la recyclabilité des matériaux de l'habitacle. Parce que dans l'habitacle automobile, vous avez plein de matériaux assemblés. C'est comme le sketch de Coluche, hein, une fois que c'est bien collé, vous avez fait le nœud, c'est pas facile à décoller. Et donc le bois, le textile, le plastique, etc. C'est pas facile de les désassembler et donc de valoriser les déchets en fin de vie du produit. Au bout de 2-3 ans d'études avec nos collègues du réseau américain, ils se sont dit on va jeter notre dévolu sur la pâte de gecko. C'est une adhésion par un effet Van der Waals. Il y a 1 milliard de points de fixation sur l'animal. C'est 5000 poils par millimètre. Chaque poil se subdivise en 100 spatules. Effet Van der Waals. Et il adhère, il se désadhère en faisant un truc qu'on n'est pas capable de faire, c'est que ses doigts font du 180 degrés. Et l'angle permet d'adhérer et de se désadhérer. Eh bien, ils essayent de l'appliquer aujourd'hui sur l'assemblage de leurs matériaux pour augmenter la recyclabilité. Nous, on a toujours une vision très anthropocénique dans Mission Impossible. Tom Cruise, c'est idiot. Il a des gecko gloves, hein, c'est vraiment dans le scénario. Sauf qu'il y en a un qui ne marche pas parce qu'il n'y a plus de batterie. On n'est pas foutu d'imaginer un truc sans y importer de l'énergie. Le gecko, il n'a pas de batterie sur ses doigts. Donc nous, on a des gecko gloves, mais il faut qu'on rajoute une batterie pour que ça fonctionne. Erreur. Alors plus fort, les Américains... On peut laisser le son. Les Américains, ils ont réussi, là, il y a 6 mois, à mimer, pour la NASA, cette adhésion Van der Waals de la pâte de gecko. Ce qui permet à la NASA de pouvoir attraper... Leur enjeu, c'était de pouvoir attraper des choses sans dépôt de matière. Donc les cols humides, tout ça, c'est pas envisageable. Donc ça, vous pourrez regarder les travaux... qu'ils ont développé, ils ont réussi à développer cet effet pâte de gecko. Capter l'information, donc ça c'est le petit handbot dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les échasses, la pauvre. Donc elle avait des échasses, elle compte ses pas, elle a passé l'entrée. Alors le GPS dans vos voitures, là c'est des algorithmes des années 70. Là, pour le coup, inspirés des vrais dépôts de phéromones, c'est assez ancien, mais il y a beaucoup... La nature, là où nous consommons beaucoup d'énergie pour nous développer, la nature consomme essentiellement de l'information. C'est le partage d'informations qui fait que les écosystèmes sont résilients. Et parfois, il y a des stratégies, les acacias et les fourmis, enfin bref, il y a tout un tas d'histoires extraordinaires là-dessus. Prophétie, c'est le capteur inspiré de la rétine humaine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, je vais juste rester 10 secondes là-dessus. Le poil sensoriel du grillon, c'est étudié par Jérôme Casas à l'université de Tours. C'est intéressant en matière d'allégorie, de management, parce qu'il a un poil hyper réactif, parce que son principal prédateur, c'est une araignée, et il n'a pas d'habitat, le grillon. Il ne va pas dans un terrier, il ne peut pas se réfugier. Donc il a intérêt à partir vite. Et donc ces poils sensoriels sentent le filet d'air d'une patte d'araignée qui se pose sur une feuille morte à plusieurs mètres de distance. Donc c'est déjà pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une boucle neuronale de décision. Ça fait que le poil sensoriel, il va activer directement la patte pour partir. Autrement dit, ça ne remonte pas au board qui dit qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, on refait une réunion, etc. Non. Il y a une boucle de décision locale. Donc j'aime bien dire, si vous voulez être réactif, innovant, adapté, agile, etc., faites que vos collaborateurs deviennent des poils sensoriels, réactifs à leur environnement en boucle de décision locale. Le vivant n'est que en boucle de décision locale et en adaptabilité hyper réactive. Enfin, hyper réactive. Notre enjeu aujourd'hui, c'est que
Et vous avez un indicateur assez simple pour prendre conscience. L'enjeu, ce n'est pas le changement, la vie n'est qu'un mouvement. L'enjeu, c'est la rapidité de ce changement. En réalité, on ne devrait pas, à l'échelle humaine, voir le monde changer. Ce qui prouve qu'on a un problème, c'est qu'on voit le monde changer. Sur 1 ou 2 générations, on ne devrait pas voir la vie évoluer. Ça devrait être beaucoup plus lent que ça. Notre enjeu, c'est la rapidité de l'évolution. Dans le domaine médical, je passe pour avancer et pour utiliser mes 2-3 dernières minutes. Ça, voyez, Vera, c'est génial. Chez les organismes marins, vous n'avez pas d'hélice. Les organismes marins, la force motrice fabuleuse, c'est l'ondulation. Un espadon voilier, il va à 110 km/h, il va aussi vite qu'un guépard dans l'eau. L'ondulation. Ouais, Vera, et alors il y a Hill Energy aussi, qui est une membrane ondulante. Ils sont inspirés de l'ondulation pour faire une pompe industrielle qui n'est pas une pompe à piston ou à hélice, mais qui ondule comme ce vieux 45 tours à trous là, que vous voyez à gauche, avec des pistons sur les côtés, sur la périphérie. Ça fait onduler la membrane, et ça crée une pompe 30 à 40% plus puissante, et qui perturbe moins les flux. C'est aussi utilisé dans le médical pour des pompes cardiaques, ça cisaille moins le sang, etc. Hill Energy, c'est une membrane ondulante, ça c'est dans le bassin d'essai de l'Ifremer, mais ils sont en test réel aujourd'hui. Une membrane ondulante qui obtient des résultats performants aujourd'hui, en in situ, en situation réelle, qui ondule, c'est une espèce de toile, et il y a des piézoélectriques, ça fonctionne dès 2 ou 3 mètres secondes, vous n'êtes pas obligé de mettre une hydrolienne dans des grands courants marins, même en fluvial ça fonctionne, et avec une turbine de ce type-là, vous pouvez alimenter 2 ou 3 maisons, c'est en test. Hill Energy. Allez, j'avance. Pour vous donner juste une allégorie que j'aime bien. Alors la thermitière, c'est pour faire de l'autoventilation thermique. Vous savez que la bombe énergétique de nos écosystèmes urbains, c'est la climatisation. Bientôt, on consommera plus d'énergie pour se refroidir que pour se chauffer. Et ce n'est pas envisageable. Si on fait un peu de prospective, probablement que le législateur, dans 10 ans, va interdire les systèmes de climatisation énergétique. Ce n'est pas tenable. La thermitière, elle autoventile sa thermitière parce qu'elle utilise un champignon pour prédigérer les végétaux. Et le champignon, s'il fait trop chaud, il meurt. Donc elle a créé des systèmes de cheminées de ventilation. Elle ouvre des clapets en bas, elle rajoute un peu de terre là-haut, ça augmente l'effet aspirationnel, ça ventile la thermitière. Il y a beaucoup de recherches en ventilation de façade, en réactivité de façade. Je termine juste là-dessus. Matière allégorique. On n'est pas sur une innovation technique, bio-inspirée. Mais de manière allégorique, la production d'énergie dans le vivant, elle est décentralisée, partagée. Un platane d'une bonne taille, c'est 600 000 feuilles, à peu près. Il n'y a qu'un couillon qui a essayé de les compter, il est en face de vous. Et je ne suis pas allé au bout, donc on va dire c'est 600 000, 800 000 feuilles. C'est-à-dire que le platane, il n'a pas une grosse feuille sur la canopée, qui est sa centrale unique. Tout comme dans un massif forestier, vous n'avez pas 2 ou 3 arbres qui vont produire la photosynthèse pour le massif forestier. Donc premièrement, c'est ultra décentralisé. Et tout le sens de l'histoire sur l'autoproduction et l'autoconsommation d'énergie, probablement, il s'inscrit aussi dans cette idée-là. Deuxièmement, c'est partagé, parce que le mycélium qui est à la racine va apporter des nutriments et de l'eau, mais lui, il ne produit pas de photosynthèse. Mais le platane et l'arbre est sympa, parce qu'il va partager ses glucides avec le mycélium, et en échange, il va obtenir de l'eau. Et puis on est en économie circulaire, évidemment, parce qu'ils sont capables, en plus, à l'automne, d'avoir leurs centrales de production électrique qui vont tomber, qui vont devenir un substrat. Donc ils sont même capables de bouffer leurs centrales de production électrique. Donc voilà, du point de vue allégorique, c'est intéressant aussi. La résilience des écosystèmes, parce que Mathilde en a un peu parlé, on a une autre spécificité, nous, en tant qu'espèce, c'est qu'on est la seule espèce qui dégrade son biotope, et évidemment, c'est pas vivable. Donc ça accélère, vous avez de la documentation sur biomexpo.com ou sur New Corp Conseil là-dessus, pour un certain nombre de raisons. Technique, on connaît de mieux en mieux le vivant, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de l'étudier et de le reproduire, mais aussi pour des raisons conjoncturelles, politiques RSE. La plupart des boîtes qui s'intéressent au biomimétisme sont des boîtes qui ont de fortes politiques RSE et développement durable. Et si on l'applique à du management, et je termine là-dessus, les titres sont un peu... Mais à la façon du Bombix, soyons hyper réactifs, ou des poils sensoriels du grillon, soyons hyper réactifs à notre environnement, c'est une règle de résilience. Travaillons notre intelligence collective,
Et là aussi, faire de l'open innovation, faire de la pluridisciplinarité, c'est une façon de travailler de l'intelligence collective. On ne réinventera pas, on n'inventera pas demain tout seul dans notre coin avec des cerveaux préformatés, avec des cursus monolithiques, etc. Capacité d'adaptation, travailler en circuit court. On n'a jamais vu un castor faire 2000 km pour aller chercher son bois. D'accord ? C'est une petite blague que j'aime bien, visiblement elle fonctionne. Optimiser son réseau à la façon du blob, ces organismes mystérieux. Et puis travailler en intelligence collective et avec ses partenaires. Parce que, relisez un bouquin de Gauthier Chapelle là-dessus, la collaboration, l'entraide est l'autre loi de la jungle. On n'est pas que dans du conflit, de l'opposition. Et donc si depuis 15 ou 20 ans, on a présenté les enjeux écologiques, environnementaux, comme des enjeux ultra dramatisés, hyper anxiogènes, flippants, c'est Al Gore en haut de son échelle, qui nous dit on va dans le mur, enfin dans le plafond. Ce qui est intéressant avec la bio-inspiration, c'est que là, on est en train de passer de la pédagogie du pourquoi il faut qu'on change à la pédagogie du comment on peut changer en s'inspirant d'un modèle qui lui-même est résilient. Et du point de vue biologique, on a souvent décrit le vivant. On a décrit le morpho en disant voilà de quoi il se nourrit, comment il se reproduit, etc. Mais à partir du moment où vous décrivez les fonctionnalités, les bénéfices que le vivant tire de son organisation, à partir de ce moment-là, le biologiste, il parle à l'ingénieur. Tant que vous dites bah, le morpho, voilà quelle taille il fait, etc., on dit bah, c'est sympa, c'est intéressant, on a passé un bon dîner. Mais si vous dites il est en autorégulation thermique, il est antibactérien, en coloration structurale, là c'est l'une des choses. Donc l'idée de base, moi je l'ai résumé comme ça en live un jour sur un plateau d'Europe 1, c'est que évidemment c'est pas l'homme qui va sauver la planète. On va la dégrader, mais elle redémarrera sans nous au pire. Évidemment c'est la planète qui va sauver l'homme en tirant du biomimétisme toutes les sources d'inspiration pour pouvoir essayer d'inventer un autre monde inspiré du monde de toujours. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous le 22 octobre si vous voulez en savoir plus. Alain, tu vas rester avec nous quand même pour quelques questions. Si ça a éveillé chez vous des besoins d'éclaircissement, est-ce que vous avez à disposition des micros pour poser des questions à Alain qui est là pour vous? Bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous pouvez aussi poser des questions, tant pis, si vous n'avez pas entendu le début, sur le biomimétisme. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce que vous connaissiez déjà? Que le piste a éventuellement ouvert? La surprise, c'est votre vitesse d'évolution. Et on se rend compte que le domaine est gigantesque. Au travers de ce défi, vous avez des petites années, vous avez un temps très court. Donc, en biomimétisme, j'arrive à avoir un coffre. Non, mais c'est bien avec le micro tout de même pour qu'à Paris, ils vous entendent. Et donc, à distance. On a envie d'en savoir un petit peu plus, évidemment. Donc, merci d'avoir essayé de réduire votre présentation pour attirer un petit peu notre curiosité. Et qu'est-ce que vous nous conseilleriez un petit peu pour en apprendre un peu plus? Est-ce qu'il y a un ouvrage qui a été édité? Est-ce qu'il y a une référence? Alors, il y a plusieurs ouvrages. J'ai cité Janine Benyus, c'est l'ouvrage d'il y a 20 ans qui a, comme savent le faire les Américains, magnifiquement conceptualisé, expliqué, fait la pédagogie de tout ça, mais c'est très bien illustré aussi, elle est à la fois biologiste et entrepreneur. Gauthier Chapelle, qui est un Belge, Le vivant comme modèle. Plus technique, Serge Berthier, qui est le chercheur de l'Institut des nanosciences. Je crois que ça s'appelle « Pourquoi le gecko colle-t-il au plafond ?» quelque chose comme ça. Il y a pas mal d'ouvrages. Il faut surtout aller à la rencontre des acteurs. Ici, moi, je ne propose qu'un espèce de tour d'horizon. Nous, notre boulot, c'est aussi de faire de l'intermédiation, d'essayer de faire en sorte que différentes communautés échangent et se parlent. Mais il faut discuter avec Laurent Billon, que vous allez voir dans une seconde. Il faut aller à la rencontre. Je suis toujours frappé du manque de présence. Alors, à Biomexpo, on se donne un mal de chien pour essayer de rassembler du monde, et c'est plutôt sympa, ça fonctionne, etc. Mais il faut bouffer de la doc, il faut bouffer du contact, il faut bouffer de la relation humaine.
Moi, j'aime bien dire que le biomimétisme, c'est savoir s'inspirer du vivant, mais ça ne marche pas si on ne s'inspire pas des autres. Et donc, il faut aller voir des collègues, il faut sortir de sa zone de confort. Et puis après, il y a des méthodos. Donc, il y a des méthodos pour dire, on est en problem solving, c'est une approche. Donc, on identifie 2-3 trucs sur lesquels on bute depuis longtemps. Et il y a des méthodos ensuite pour essayer de screener des choses dans le vivant qui peuvent apporter des pistes. Et puis ensuite, pendant 6 mois ou 1 an, voilà, il y a un processus de 6 mois ou 1 an où de screening en screening, on affûte les choses. Nous, on bosse par exemple avec la direction de la recherche avancée de L'Oréal. Ça fait 1 an et demi qu'on a mis en place une équipe dédiée au sein des 3000 chercheurs de L'Oréal. Il y a une équipe dédiée sur la bioinspiration qui est aussi une équipe ressources interne pour d'autres équipes, c'est-à-dire qui développe de la culture, des bases de données et une réflexion méthodologique pour alimenter d'autres. Leurs enjeux, par exemple, pour rien dévoiler, c'est économiser de l'eau sur ce qui s'appelle les routines beauté. Parce que quand on se lave les cheveux, on a une routine beauté, on ne se lave pas les cheveux. Et donc, voilà, comment le vivant ne consomme pas d'eau, ou très peu d'eau, et pourtant il est souvent propre. Donc, voilà, il faut se documenter, lire des ouvrages, aller à la rencontre. Et puis, soit on pose un problème et on essaye de voir comment la bioinspiration peut y répondre, soit on est un peu plus opportuniste et on va à la rencontre de chercheurs académiques qui n'ont pas forcément l'idée de l'application industrielle que vous aurez, mais qui ont trouvé des trucs. Serge Berthier, sur l'autorégulation thermique, effet Eldemorpho, je suis sûr qu'il n'a pas idée des applications que Total pourra en faire. Est-ce que parmi vous, quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Enfin, il a peut-être une idée. Ouais, mais monsieur là-haut. Elle est allumée? Non. Le micro n'est pas ouvert, s'il vous plaît. Oui. Non, la question pour les Parisiens, c'était, il paraît que je suis en train d'annoncer la mort des sociétés pétrolières. Mais je ne crois pas parce que... Enfin, c'est pas vous que je vais le dire. Vous, votre métier, c'est de trouver de l'énergie, de la transformer, de la partager, etc. C'est que ce soit le pétrole ou autre chose. On a eu une intervention il y a 1 mois de Christophe Goupil à la première journée de BioMexpo qui disait de toute façon, c'est un leurre que d'imaginer que nos organisations humaines ne consomment pas d'énergie. Il faut juste consommer la juste énergie. C'est-à-dire qu'un paresseux, par exemple, à force de se nourrir de feuilles d'eucalyptus, il ne peut pas courir un sprint. Il va consommer une ressource en énergie qui va lui permettre de vivre à son rythme. Nous-mêmes, on marche à notre pas. Et si j'accélère mon pas, je vais me fatiguer. Mais si je force mon pas à être super lent, je ne vais pas être à l'aise non plus. Je ne vais pas être dans ma zone de confort. Donc il faut consommer la juste énergie. Après qu'elle vienne d'une ressource ou une autre, peu importe. Et donc Total va continuer. On va continuer à avoir des besoins d'acteurs comme Total. Simplement, sans forcément s'approvisionner de la même manière. Ce qui est très frappant dans les écosystèmes, c'est qu'on n'est pas dans des modèles monolithiques, monosources, etc. Moi, je ne crois pas qu'on va faire passer le curseur d'un extrême à l'autre, d'une monosource majoritaire hydrocarbures à une monosource majoritaire je ne sais quoi. Dans le vivant, nous-mêmes, on est en mix énergétique. Donc, si vous prenez la consommation énergétique d'un sportif de haut niveau, Renault a fait des tests là-dessus. On va consommer différentes ressources en énergie, glucides, selon l'intensité de l'effort. Et dans le vivant, c'est ce que je disais à travers l'allégorie que j'ai tentée tout à l'heure, on est en décentralisé, on est en partagé, et donc toutes les tendances sur la microproduction d'énergie locale, plus l'idée de mix énergétique, je pense que c'est un champ d'innovation fantastique pour une boîte comme Total. Mais après, voilà, moi, je ne sais pas ce que vous allez inventer demain, mais probablement que cette idée du mix des acteurs de différentes tailles est un truc... intéressant à regarder regardez ce que fait le CEA en matière de photosynthèse artificielle, si vous ne le faites pas déjà. Voilà, il y a un monde à réinventer. Total est une boîte probablement hyper innovante. Donc pourquoi est-ce que Total ne serait pas hyper innovant pour le monde de demain ?
Et puis tout bonnement, sur le chemin, en fait, des efforts engagés dans l'excellence opérationnelle, c'est aussi s'inspirer de potentiellement toutes ces innovations technologiques pour déjà faire de manière plus optimale et plus pérenne ce qu'on fait et ce qu'on sait déjà bien faire. Mais pardon, Enron a cessé, General Motors a failli disparaître. Et donc, Total doit forcément se réinventer, et même, ça paraît invraisemblable, mais même un groupe comme Total peut être déstabilisé par les évolutions du monde. Donc le principal danger, c'est de se dire on est tellement énorme, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un joli challenge. Mais vous avez des ressources incroyablement puissantes pour répondre à ce challenge. Puis de toute façon, il est évident que pour faire aussi des études en matière de management et de communication interne, que les hommes et les femmes de Total ont envie de répondre à ce challenge. Et n'ont pas forcément envie de faire du business as usual pendant 30 ans, étant par ailleurs tout à fait conscient que ça n'est pas pérenne. Donc voilà, c'est challengeant, il y a plein d'outils pour ça. Soyez des poils sensoriels et transformez vos collaborateurs en poils sensoriels, vous verrez, il y a plein d'idées. Ok, merci beaucoup Alain. On Merci beaucoup. va te remercier.